la moindre information, elle peut devenir en fait une arme contre soi et puis et aller dans des niveaux que personne ne peut imaginer. Le cyberespace est vraiment devenu en quelques années un espace de conflictualité où les choses ne sont pas exactement comme dans la vraie vie. On voit tous les jours, aujourd'hui dans les journaux télévisés ou ailleurs, ces gens qui se font voler leur plaque d'immatriculation. D'accord ? Et là, on semble dire que c'est pas grave, mais sauf qu'on reçoit des PV. Même si on n'en a pas l'impression, on peut être le rouage de démarrage, le premier élément d'une attaque de grande ampleur. Parfois, un utilisateur, sans s'en rendre compte, va donner dans sa question de ChatGPT des informations qui sont des informations sensibles, en pensant que ChatGPT va simplement réutiliser cette information. Non, cette information, elle peut être collectée et elle devient une fuite de données. Un conseil qu'on donne et qui, grand public, qui est quand même assez important, c'est de ne pas réutiliser le même mot de passe sur l'ensemble de ces applications. Parce que, en cas de fuite de cette information, c'est l'ensemble de votre vie numérique qui est accessible. Aujourd'hui, le point structurant pour demain, c'est la protection de l'information. Bienvenue dans Le Cercle, émission débat de Risque Intel Média sur la cybersécurité, la gestion des risques, l'intelligence économique également. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir deux experts de la cyberdéfense et de la cybersécurité avec plus de 20 ans d'ancienneté chacun dans le domaine. Donc Loïc Guézot, directeur de la stratégie chez Proofpoint, mais également réserviste au sein du ComCyberMe, on pourra en reparler. Donc Proofpoint qui est un éditeur de logiciels en cybersécurité avec une large gamme de produits dans ce secteur. Et je suis également ravi d'accueillir avec nous Christophe Dernis, directeur solutions de confiance chez Orange Cyberdéfense, qui est la filiale du groupe Orange dédiée à la cybersécurité. Donc aujourd'hui, on va discuter d'un sujet qui touche énormément de Français, n'est-ce pas ? Cette question des fuites de données, de ce qu'on peut faire avec les données justement des individus et quelles sont les menaces qui pèsent sur les citoyens. Et donc, pour entamer cet entretien, j'aimerais aborder cette question de la Mother of All Breaches. Je m'explique. En janvier 2024, une compilation massive de multiples fuites de données a été découverte par un chercheur, Bob Diachenko. Donc on parle quand même de plus de 26 milliards de données, a priori. Et donc, elle est tellement énorme qu'on l'a surnommée la mère de toutes les fuites. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette affaire et comment les chercheurs en cybersécurité repèrent en fait ce type de fuite ? Comment est-ce qu'on tombe dessus en réalité ? Qu'est-ce que c'est que cette affaire ? Alors déjà, effectivement, le mot important, c'est compilation. En fait, on a des fuites de données tous les jours, partout dans le monde, et donc certains s'intéressent à ces données, on verra tout à l'heure pourquoi c'est important, mais en les compilant, parce que par exemple, si vous avez des logins, mots de passe en grand nombre, ben, vous pouvez déjà tout simplement les utiliser pour essayer de vous reconnecter à un système. Donc le fait d'avoir une compilation de toutes les fuites de données, ben, c'est la garantie que dedans, vous allez avoir des informations qui vont être réutilisables. Ouais. Ce qu'on peut rajouter aussi dans cette masse d'informations, c'est que l'information n'est pas datée tout le temps du même niveau. Ça peut être des très très vieilles informations, des très récentes, ils en font un mixte pour la valoriser. C'est l'effet de masse. C'est l'effet de masse qui intéresse, c'est de communiquer en disant c'est ce que vous avez dit, j'ai 26 milliards d'informations. Mais quelle est la pertinence de cette information ? Quel est son niveau de réutilisation ? Il est très disparate. On est dans l'effet de buzz. D'accord. Et concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire quand un cybercriminel met la main sur vos données personnelles pour que notre public comprenne bien? Il peut faire quoi avec en fait ? Quel est le danger ? Alors, moi je voudrais remonter le débat au niveau de quelque chose qui est important en matière de sécurité. On parle de risque et d'impact. D'accord ? Chaque information qui peut être divulguée va avoir un risque. Quel est le risque qui est derrière et surtout quel est l'impact ? Il est bien évident qu'entre se faire voler le cryptogramme de sa carte bancaire et se faire voler son adresse email, on n'est pas du tout dans les mêmes impacts. Donc ça, c'est le premier élément. Et donc, en fonction de ces différentes informations, on peut faire plein de choses. D'accord ? Si je prends un exemple simple, si je me fais voler mon adresse email, c'est comme si je me faisais voler mon adresse personnelle. Ça veut dire qu'un voleur va aller tourner autour de ma maison
et regarder s'il peut aller récupérer quelque chose. Il a une information qui est primale. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ces informations, il faut les utiliser à différentes stades. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai cette adresse email, on peut me contacter. Et on va me contacter pour essayer d'aller plus loin. Parce que comme l'expliquait très bien Loïc, ce qu'on a besoin, une adresse email seule n'est pas suffisante, c'est un identifiant. Le mot de passe, c'est autre chose. Donc comment aller récupérer le mot de passe? Et c'est là que, par exemple, je vais utiliser l'adresse email que j'ai récupérée pour pouvoir interroger la personne, l'emmener dans un site qui est malicieux, qui va avoir pour objet d'aller lui chercher d'autres informations qui, elles, sont beaucoup plus pertinentes. Son mot de passe, son numéro de compte bancaire, son crypto de carte bleue, etc. etc. Voilà un peu ce qu'on peut faire. Loïc, je te laisse compléter certainement sur d'autres aspects. Il y a un point essentiel dans la compréhension du risque, c'est qu'à partir du moment où vous avez beaucoup d'informations qui ont fuité, elles sont à la disposition d'un attaquant qui va pouvoir revenir vers vous, comme on le disait à l'instant, avec un scénario d'attaque. Donc s'il a juste votre adresse email, il a un premier niveau de contact, mais c'est relativement faible. Par contre, si on peut combiner votre email et puis une fuite de données qui vient par exemple d'un livreur de colis, et donc on sait que vous avez eu une livraison récente, on peut vous faire un mail qui va vous parler de cette livraison de colis qui est véridique et vous amener à vous duper en ayant une légitimité pour vous interpeller, pour vous demander par exemple vos données bancaires. Et comme on le disait tout à l'heure, si jamais vous le donnez, en particulier avec le cryptogramme et tous les éléments de sécurité, ben là vous vous livrez vous-même, pieds et poings liés à l'attaquant, parce qu'il a su, avec des informations qui avaient préalablement fuité, monter un scénario d'attaque crédible au niveau humain. Et donc là, on est dans l'usage de la technologie et des informations disparates, compilées pour un scénario d'attaque crédible. Très intéressant, et j'imagine que... Enfin, moi, ce que j'entends souvent, c'est après tout, qu'est-ce que j'en ai à faire que mes données ont fuité? Je ne suis pas quelqu'un d'important. Je veux dire, quel intérêt auraient des pirates à m'attaquer? Je ne gagne pas forcément des millions d'euros, etc. Mais on peut représenter aussi un risque pour les entreprises où on travaille, non? Enfin... Il y a deux aspects qu'on peut associer, mais on va déjà un peu les différencier. Il y a l'aspect personnel et puis l'aspect appartenance, par exemple, à une chaîne de logistique pour une entreprise. Les entités professionnelles sont de mieux en mieux protégées. Et en simplifiant à l'extrême, on peut dire que plus on est dans une grosse organisation, plus a priori on est protégé par l'organisation. Donc aujourd'hui, les attaquants ne peuvent plus passer en direct sur ces grosses organisations. Donc ils passent par les sous-traitants, voire par l'aspect personnel de la personne, de l'individu, de l'employé de l'organisation. Donc il faut vraiment avoir conscience que même si on n'en a pas l'impression, on peut être le rouage de démarrage, le premier élément d'une attaque de grande ampleur. D'accord. Voilà. Et puis deuxièmement, il y a l'effet volume. On peut être petit entre guillemets, mais les attaquants vont être capables de mener des campagnes d'arnaque, de ciblage sur une base très large, un nombre de personnes très important. Et si à chaque fois on a 1% des personnes ciblées qui sont victimes, qui rentrent dans l'escroquerie, au final, les petites rivières font les grands volumes d'eau. J'ai oublié le proverbe, mais vous voyez de quoi je veux parler. On va l'idée, ouais. Et donc, ces bénéfices vont vraiment être importants pour les attaquants. Donc, il n'y a pas de petit profit, entre guillemets, et il n'y a pas de petite porte d'entrée numérique pour les grosses attaques. Ouais. Une porte d'entrée, c'est une porte d'entrée, quoi. Ouais. Et je pense qu'on est au cœur du sujet. La sensibilisation, c'est quelque chose qui est vital dans la sécurité aujourd'hui. Et donc, votre question, elle est vraiment importante. C'est, en effet, et on revient encore une fois sur le risque et l'impact. L'impact, en effet, on peut se dire, je fais piquer tel type d'information, quel est le risque qu'il y a derrière, etc. C'est le point d'entrée à une chaîne, on l'a bien expliqué, qui va permettre d'aller plus loin, puisque le hacker ne va pas se limiter à ça. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est, en effet, même si je suis monsieur tout le monde, j'ai des cartes bancaires, j'ai des comptes, j'ai de l'argent, j'ai une image, etc. Et on peut faire plein de choses avec ces éléments-là. Je vais prendre qu'un exemple, hein. Encore une fois. Imaginons que la fuite de données corresponde à un fichier qui vient d'un casino. Voilà, j'ai une capacité de moyen de pression en disant peut-être que cette personne-là, finalement, elle met beaucoup d'argent dans le casino. Et donc, j'ai une façon d'avoir un moyen de pouvoir la manipuler. D'accord ? Quand on parle, un autre élément qui est très important, c'est l'usurpation d'identité. Et là aussi, on peut faire des parallèles très simples. On voit tous les jours
aujourd'hui dans les journaux télévisés ou ailleurs, ces gens qui se font voler leur plaque d'immatriculation. D'accord ? Et là, on semble dire que c'est pas grave, mais sauf qu'on reçoit des PV. Et on se retrouve dans une nébuleuse qui devient complexe. Et on a tous envie d'avoir une vie tranquille, posée, etc. Et donc, quand on ne fait pas attention à ça, on s'expose à ce risque-là. Donc, il ne faut pas jouer, évidemment, le cas de dire « je vais apeurer toutes les populations », on n'en est pas dans ça. Mais il faut avoir à l'esprit qu'en effet, la moindre information, elle peut devenir en fait une arme contre soi et puis et aller dans des niveaux que personne ne peut imaginer. Donc voilà, il est de la responsabilité de chacun de se dire « mon capital numérique est aussi important que mon capital physique ». Et ça, merci pour avoir des émissions comme ça, pour sensibiliser nos utilisateurs, et parce que voilà, l'une des missions d'Orange Cyberdéfense, c'est de rendre la société numérique plus sûre, et pour la rendre, on a besoin que les acteurs du quotidien en soient intimement convaincus. Bonjour les amis, avant de continuer cet entretien, ce petit message pour vous inviter à liker, commenter, vous abonner évidemment à notre chaîne en cliquant sur la petite cloche afin de nous envoyer de la force et de nous soutenir dans nos projets. Allez, merci beaucoup, c'est reparti pour cet entretien. Il y a un côté, au final, ça n'arrive qu'aux autres, alors qu'il y a quand même des témoignages de personnes qui ont subi des usurpations d'identité, avec même, alors il y a les plaques d'immatriculation, mais il me semble qu'il y a même des exemples où des emprunts ont pu être contractés au nom de personnes, donc des gens qui se retrouvent même avec des dettes qu'ils n'ont pas contractées. Ensuite, il faut qu'ils le prouvent que c'est pas eux, et ça peut être cauchemardesque en fait, hein, sur plusieurs années. Et ça, c'est quelque chose peut-être que... Enfin, en tout cas, nous, c'est vrai que chez Risque Intel Média, pour nous, c'est important d'alerter sur ce risque-là. Et on est très ravis de vous avoir là-dessus pour en discuter. Moi, j'aimerais aussi revenir sur une fuite de données là, qui a quand même pas mal défrayé la chronique ces derniers mois. Donc, on a plusieurs enseignes, Cultura, Boulanger, Truffaut, Grosbill et d'autres qui ont une fuite de données massive. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qui s'est passé ? Pourquoi ces multiples acteurs, finalement, ont été touchés un peu tous d'un coup ? C'est quoi le point commun, en fait ? En général, sur ce genre d'attaque, et sans aller spécifiquement là-dessus, puisque les enquêtes sont encore en cours et c'est difficile de se prononcer, mais avec le recul, on sait qu'il y a plusieurs schémas d'attaque qui sont utilisés par les cybercriminels, notamment lorsqu'ils visent les organisations. On peut avoir le cas, par exemple, d'une vulnérabilité, donc un défaut de qualité dans le logiciel, d'accès au système d'information, donc par exemple un portail VPN ou autre. Ça, on a vu ces cas assez souvent sur les 2-3 dernières années. Donc les pirates ont accès au système d'information, se déplacent latéralement dans le système d'information et accèdent à des données qui ensuite vont être exfiltrées. Et donc ce schéma-là est répliqué parce que la même vulnérabilité se trouve dans différents systèmes d'information. Donc les pirates continuent à utiliser leur dispositif d'entrée tant qu'il est disponible. Ensuite, il y a un deuxième schéma d'attaque qu'on voit de plus en plus. Comme je disais tout à l'heure, l'organisation frontalement est bien sécurisée, donc on va contourner et passer par exemple par un prestataire informatique. Le cas emblématique qu'on a en tête, c'est déjà il y a plus de 10 ans, c'était Target. Donc c'était une société qui s'est fait complètement piller numériquement. Et en fait, l'attaquant, donc c'était des centaines de milliers de cartes de paiement qui avaient été exfiltrées. Et en fait, l'enquête après coup a montré que la vulnérabilité initiale était portée par un prestataire de service qui gérait la climatisation de l'organisation et qui avait donc un système d'information se connectant au système d'information de Target. Donc par des moyens techniques, élévation de privilèges et autres, les attaquants, rentrés par ce petit sous-traitant, ont été jusqu'au cœur du système et donc ont pu piller les données. C'est sûrement le cas des failles estivales qu'on a vues en septembre en France, qui ont touché énormément de grandes étiquettes avec des fichiers de données importants, puisque là, on a vraiment des données nominatives, voire sensibles, personnelles de Français, qui sont dans la nature et qui peuvent être compilées, agrégées avec d'autres fuites qu'on a vues aussi il y a quelques semaines, qui ont touché des organisations comme France Travail et autres. Et donc tout ça, on a une espèce de Mother of French Data qui commence à se constituer et qui est particulièrement critique en France. Ce que je peux ajouter là-dessus aussi, c'est ce qu'on appelle la supply chain. C'est-à-dire que
beaucoup de donneurs d'ordre. La supply chain. La supply chain, en effet. Beaucoup de donneurs d'ordre. Chaîne logistique. Voilà. Beaucoup de donneurs d'ordre ont en effet. En fait, quand grosso modo on a de la donnée, il y a plusieurs stades. On la collecte, d'accord, on la stocke et on a la manipule. D'accord. Généralement, ça peut être le donneur d'ordre qui collecte. Dans beaucoup de cas de figure, les opérations qui vont derrière, le stockage et ou la manipulation sont confiées à d'autres, à un tiers. Et beaucoup d'attaques qu'on a vues et de pillage de données sont arrivées non pas dans des données qui étaient chez le donneur d'ordre, mais qui étaient chez son sous-traitant. Donc là, encore une fois, moi, ces clients-là, nous, on les connaît, on travaille beaucoup avec ces clients, etc. Ce sont des gens qui sont très sensibles à la sécurité, etc. Donc en théorie, quand ils vont en effet sous-traiter une partie, ils vont aller contrôler un certain nombre de choses et ils vont surtout contractualiser les choses en dire attention, on vous confie des données qui sont des données plus ou moins sensibles, vous en avez la responsabilité et vous devez en assurer la sécurité. Il peut arriver que là encore, lui-même, le sous-traitant sous-traite, etc. Et on se retrouve parfois avec des sous-traitants qui n'ont pas le niveau de sécurité qui va bien. Et il est beaucoup plus facile de piller des informations qui sont dans un hangar que dans un coffre-fort. Voilà, donc ça, c'est un élément, et c'est vraiment quelque chose aujourd'hui, je pense que la législation est très claire autour de ça, puisqu'elle responsabilise autant le donneur d'ordre que le sous-traitant, de manière à ce que cette supply chain complète fournisse le niveau de sécurité qu'on attend, et surtout donc cette sécurisation du capital numérique du propriétaire. Ouais. D'autant plus que quand on recourt à des sous-traitants, on peut avoir tendance à faire pression à la baisse sur les prix, et le sous-traitant, lui, de son côté, pareil, va faire pression à la baisse sur les prix et peut-être pas être au top au niveau de la sécurité, ou en l'occurrence de la cybersécurité. Donc c'est pas mal qu'il y ait des règles justement pour s'assurer de ça. L'actualité en France et en Europe, justement, l'actualité au sens changement de loi, législation, couvre justement cet aspect-là de mieux en mieux. Au niveau européen, il y a des directives pour la résilience des organisations et la transposition de Nice 2 en France dont on parle aujourd'hui, puisque la date cible c'était le 17 octobre 2024. On rappelle donc au niveau européen, donc les deux gros morceaux qui arrivent, c'est la directive Nice 2, puisqu'il y a Nice 1 avant, c'est ça. Je le serais expliqué, et le DORA qui lui par contre va s'appliquer plutôt au secteur financier. Secteur financier, voilà. Mais toutes ces réglementations ont pour objectif de sécuriser quelque part la chaîne logistique, pour être sûr que des mesures de sécurité soient mises en place à un niveau suffisant par rapport au risque d'être piraté et d'être utilisé comme vecteur d'entrée dans une organisation, voire dans un système financier plus large. Donc ça, c'est un sujet aussi qu'on connaît bien chez Proofpoint, puisqu'on offre à nos clients la possibilité d'avoir un tableau de bord sur le risque porté par sa chaîne logistique. Puisque aujourd'hui, une grande partie des échanges se font par mail. Donc, pour une organisation, on est capable de dire, lorsque les mails arrivent, s'ils sont porteurs d'un risque supplémentaire, parce que c'est une organisation qu'on a identifiée comme étant à risque, parce que, par exemple, déjà piratée, parce qu'on a constaté que des fuites de données la concernaient et que des échanges se font sur des fichiers de login mot de passe de cette organisation. Donc, les comptes concernés sont à risque puisqu'ils sont potentiellement compromis et à la main de l'attaquant. Donc ça, c'est un vrai sujet, la mise en œuvre de mesures de sécurité de la chaîne logistique, que ce soit par une exigence réglementaire ou par une prise de conscience du risque et de l'impact majeur pour une société qui peut faire tomber son donneur d'ordre. Si je prends l'exemple, pour illustrer ça, si je prends l'exemple pour illustrer ça de la base industrielle de technologie de défense en France, c'est 8 gros donneurs d'ordre de premier plan, mais plus de 5000 fournisseurs qui peuvent être pour certains de très petite taille, de la mécanique d'hyper-précision, voilà, pour lesquels évidemment le système d'information n'est pas une priorité. D'où cet objectif de sensibilisation et de redescendre ces messages du gros donneur d'ordre vers ses sous-traitants, de façon à monter le niveau de sécurité générale de toute la chaîne d'approvisionnement. Ouais, ce que vous nous expliquez, c'est que, bon, voilà, on va pas peut-être forcément les citer, mais tout le monde trouvera les noms, mais des gros noms, par exemple, dans la défense, on les connaît. Derrière ces grands groupes, ces grosses sociétés, vous avez cette constellation de petits sous-traitants qui n'ont pas forcément les mêmes moyens en termes de cybersécurité, finalement. Donc ça, ces réglementations, l'objectif, c'est de leur dire, bon, les gros, vous sécurisez, mais les petits aussi. Parce que si les petits ne le sont pas,
les cybercriminels peuvent remonter dans le SI des plus gros via les plus petits, quoi. C'est un peu ça l'idée. C'est exactement ça. C'est vraiment un système complet sur lequel les efforts ont été portés sur les grosses organisations, les points de barycentre du système. Et maintenant, il faut aller par capillarité, en frontière, aux extrémités du système, vers les petites organisations qui sont désormais les porteuses du risque pour l'organisation donneur d'ordre. Et est-ce que vous comprenez cette colère qui monte, parce que nous, on le sent notamment en observant les réseaux, cette colère des Français notamment, de se dire, OK, je confie mes données à des grandes enseignes qui, a priori, ont les moyens de les sécuriser, et elles se retrouvent dans la nature. Et on entend d'ailleurs beaucoup parler de ces fuites de données, et il y en a d'autres dont j'aimerais qu'on discute. Mais là, moi, ce que je comprends quand même, c'est qu'il y a aussi des initiatives pour protéger les Français, les citoyens, par rapport à ça. Comment vous voyez ce sentiment d'indignation, de se dire, mais après tout, je ne peux pas leur faire confiance, quoi. Alors, je ne sais pas si on peut parler de sentiment d'indignation aujourd'hui sur la perception des Français par rapport au numérique, mais en tout cas, il y a un sentiment de surprise, ça c'est sûr. Le fait de voir régulièrement des grandes marques citées dans la presse, la cybersécurité est devenue un sujet de premier plan, et donc tout le monde s'interroge sur, entre guillemets, l'impunité peut-être des attaquants, plutôt que vraiment mettre le haro sur la grosse organisation qui a été victime. Parce qu'avant tout, elle est victime, il ne faut pas l'oublier, derrière. En face, ça peut être des groupes de cybercriminels extrêmement motivés, voire des attaques de niveau étatique. Donc, il faut aussi relativiser les choses. Le cyberespace est vraiment devenu, en quelques années, un espace de conflictualité où les choses ne sont pas exactement comme dans la vraie vie. Mais ceci dit, comme dans la vraie vie, les mêmes lois s'appliquent. Le temps judiciaire étant ce qu'il est, on a régulièrement maintenant des condamnations importantes à l'international, puisque c'est toujours à l'international, de groupes de cybercriminels qui ont été responsables des fuites de données qu'on a vues il y a 4-5 ans. Donc voilà, les choses se mettent en place. Et puis au niveau institutionnel, on a aussi une organisation qui se développe et qui se met en place jusque vers le grand public. On a au niveau du ministère de l'Intérieur des organisations qui sont dédiées à ça. En France, on a un portail, une organisation accessible par un portail cybermalveillance.gouv.fr. Donc les choses se mettent en place et on sent que justement les Français victimes de ces problématiques de cyber commencent à trouver leurs bons interlocuteurs et portent plainte et ont un suivi et sont sensibilisés, donc ont peut-être adopté ensuite de meilleures pratiques, etc., etc. Donc c'est un cercle vertueux qui se met en place. Donc vous rappelez qu'en fait, finalement, les entreprises, quand elles sont victimes, sont victimes, quoi. Ouais, et moi, j'ai juste une question, avant de vous laisser poursuivre. Bon, c'est vrai qu'on parle des trains qui n'arrivent pas à l'heure, mais il y a combien de trains qui arrivent à l'heure? Ce que je veux dire, c'est pour un boulanger qui se fait pawner, qui se fait avoir, il y a eu combien de tentatives, vous voyez, des hackers, des cybercriminels pour pénétrer les systèmes d'information? C'est une excellente question, et en effet, le buzz est fait avec les trains qui n'arrivent pas à l'heure, et vous avez parfaitement raison, mais il y a en effet déjà, nous, ce qu'on voit avec nos clients, et nos clients ont la prise de conscience autour de ça. Loïc l'a bien dit, ce qui se passe derrière pour une entreprise, ça dégrade son image au minimum. L'image, c'est important. On sait très bien qu'on construire une bonne image, ça prend des années. En quelques minutes, on peut se retrouver détruit. Les clients que tu as cités, enfin, que vous avez cités tout à l'heure, voilà, ils ont un problème de cette image. Ça, c'est le premier élément. Donc la conscience, elle est importante. Le législateur est là aussi. Et à aider. La sensibilisation qu'on fait aujourd'hui tous ensemble est ultra importante. Et si je prends l'exemple d'Orange Cyberdéfense aujourd'hui, Orange Cyberdéfense s'est dit il y a plus de 3 ans, on veut pouvoir fournir le service qui est le nôtre pour tout type de clients. Et la particularité qu'on a, c'est qu'on est capable de couvrir la totalité du scope allant de la sensibilisation à la compliance, à l'installation de la protection, à la partie détection et à la partie rémédiation. Donc on est capable d'offrir la totalité, et ce pour tous les types de clients allant de la très grande entreprise à la toute petite PME. Et depuis 6 mois,
on s'est mis aussi à faire la même chose pour le grand public. Il y a une offre qui a été lancée chez Orange qui s'appelle Cybersecure. Vous avez vu certainement des publicités à la télévision. Et donc, c'est aussi de faire bénéficier à nos clients de ce qui est l'ADN d'Orange Cyberdéfense, qui est la connaissance de la menace. Donc, cette connaissance de la menace, il faut qu'on ait la capacité de la diffuser et puis de nourrir tous les scopes du traitement de la sécurité informatique avec cette connaissance de la menace. C'est aujourd'hui l'ambition que nous, on porte sur Orange Cyberdéfense et qui nous permet comment on peut réagir, arriver à ce type de choses, parce qu'on a des industriels et des software factories comme Proofpoint qui nous amènent les outils qu'ils font. D'accord ? Et donc après, il y a tout un écosystème en fait, de professionnels qui travaillent sur la cybersécurité. On n'est pas sur... Parce que pour le grand public, c'est ça aussi qu'il faut comprendre, c'est que pour le grand public, ils ont un antivirus. Et voilà, pour eux, c'est ça la cybersécurité pour la plupart des gens en fait. Alors qu'en réalité, on se rend compte qu'il y a énormément de solutions, énormément d'acteurs, des éditeurs logiciels, des intégrateurs, des solutions qui s'adressent plus aux entreprises, en fonction de la taille parfois de l'entreprise, mais également aux citoyens. Donc c'est Orange Secure, c'est ça ? Orange Cybersecure. Orange Cybersecure, par exemple. Ouais. Donc oui, c'est vrai que c'est important de le rappeler, ça aussi. Orange Cybersecure, c'est par exemple la possibilité, j'ai justement un lien sur lequel j'ai envie de cliquer, j'ai un doute. Je vais donner ce lien à Orange Cybersecure qui va me donner une information en disant oui, il est viable ou non, il ne l'est pas. Voilà. Et Orange Cybersecure existe en une version gratuite et une version payante. Tout le monde peut utiliser la première version sans aucun problème pour éviter ce qu'on appelle le phishing, donc le fait de cliquer sur un lien, ou tout ce qui concerne aussi le vecteur du SMS, qui est aussi un élément... Et vous collectez de la donnée aussi avec cette solution ? Non, ça ne vous permet pas de répertorier, par exemple, les liens malicieux qui sont mis dans le... Enfin, si moi j'utilise le système, que je reporte un lien, vous voyez qu'il est malicieux, ça ne vous permet pas de le garder, ça ? Ah, bien évidemment, si. Ça alimente. C'est-à-dire qu'il y a deux cas de figure. Soit, en effet, le lien, on le connaît, et auquel cas on va répondre dans la seconde, nos moteurs vont répondre. Soit on ne le connaît pas, et ce sont nos analystes qui vont faire l'analyse, qui vont en effet vous donner un avis. Et si en effet ce lien est malicieux, bien évidemment, on va le faire rentrer dans notre base de données, ce qui fait que le prochain client qui pourrait nous solliciter va bénéficier de l'analyse qui a été faite en fait quelques minutes ou quelques heures avant. D'accord, ok, très intéressant, il y a cette logique, parce que l'exploitation de la donnée, ça peut aussi aller dans le bon sens, mais justement, en parlant d'état de la menace, vous avez évoqué avec moi, d'ailleurs avant qu'on commence, un rapport du ComCyberMe, sorti il y a peu sur l'état de la cybermenace en France. Je rappelle que vous êtes réserviste au ComCyberMe, que vous avez aussi collaboré sur ce rapport. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Quels sont les grands enseignements de ce rapport, et d'ailleurs, c'est quoi le ComCyberMe ? Parce que c'est un peu... voilà. ComCyberMe, ça veut dire commandement de la gendarmerie historiquement, mais aujourd'hui, c'est commandement dans le cyberespace pour le ministère de l'Intérieur, ComCyberMe. Ok. Donc, c'est le dispositif du ministère de l'Intérieur qui lutte contre la cybercriminalité. Et pour lutter contre la menace cyber, il faut évidemment la connaître pour pouvoir ensuite anticiper, réagir, etc. Donc ce volet est spécifiquement dédié à la cybercriminalité, puisqu'il vient en complément de ce que font d'autres entités nationales, comme l'Agence nationale, l'ANSSI, l'Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information. Je vais dire à un bout du spectre, qui est plutôt les réseaux gouvernementaux, les opérateurs d'importance vitale. À l'autre bout du spectre, on a cybermalveillance.gouv.fr, qui est plutôt pour vraiment les TPE ou les citoyens. Et puis au milieu, faisant le lien focus sur la cybercriminalité, on a le ComCyberMe, avec évidemment toutes les activités de cyber-enquête et de judiciarisation qui existent dans le cadre du ministère de l'Intérieur. Donc le point important sur la cybercriminalité, c'est que c'est un phénomène qui touche 9 Français sur 10 et qui passe effectivement, comme le disait Christophe tout à l'heure, essentiellement par de l'hameçonnage, du phishing, qui va être de toute façon le début de tout un panel possible d'arnaques qui vont ensuite tomber dans de l'arnaque financière, de l'arnaque de la romance amoureuse, etc. etc. Donc c'est un scope qui est très large, mais qui aujourd'hui voit mis à disposition en face de lui, à chaque élément, un élément de réponse. Donc, par exemple, pour des signalements de contenus frauduleux ou des arnaques, vous avez le portail Pharos,
ou le portail Thésée, qui sont gérés par le ministère de l'Intérieur et qui permettent de faire remonter ces fraudes et donc de porter plainte et d'avoir une judiciarisation et éventuellement, idéalement, l'arrestation des cybercriminels qui sont derrière. Donc on rappelle, vous avez évoqué tout un ensemble de portails, cybermalveillance.gouv, Pharos, Thésée, chacun avec, on affichera à l'écran, chacun avec leur objectif, mais c'est pas mal de rappeler aux gens qu'ils ont sur Internet accès finalement à des plateformes de signalement et d'aide. Moi, il y a aussi un complément, un rapport annuel en fait que Orange Cyberdéfense produit, aussi sur ce qu'on voit sur les réseaux, donc c'est accessible sur notre site. Et c'est en libre service, et ça va vous donner en effet une image de tout ce qu'on a vu dans les 12 ou 24 derniers mois. Moi, j'aimerais bien un peu parler aussi d'intelligence artificielle parce que je me dis que peut-être ça peut avoir un impact. Admettons, je suis un cybercriminel, je tombe sur la Mother of All Breaches avec ses 26 milliards de données, ou alors la future French Mother of All Breaches. On verra comment elle sera appelée celle-là, quand on aura tout compilé. Ça fait beaucoup de données. Et en fait, ce que je me dis, c'est que en pluguant ces données dans un algorithme de langage, un LLM comme ChatGPT ou autre, est-ce que justement les IA vont pas permettre de naviguer encore plus vite en se disant retrouve-moi de la donnée sur un tel, par exemple, avec une adresse email, et croise-moi toutes les données qui, a priori, peuvent être sur la même personne, parce qu'on peut avoir plusieurs adresses email, et là, tac, en quelques secondes, est-ce qu'on peut justement arriver comme ça à avoir les données sur une personne? Est-ce que c'est possible ou pas encore aujourd'hui? Je crois que déjà, on peut signaler que l'intelligence artificielle a été utilisée déjà beaucoup plus simplement et efficacement. Ça, c'est ce qu'on voit. Nous, on sort tous les ans un rapport qu'on appelle State of the Fish, donc niveau de la menace relativement au phishing, donc à l'hameçonnage en français. Et on a constaté dans la dernière édition qui vient juste de sortir que déjà l'intelligence artificielle était utilisée pour générer des messages de phishing extrêmement mieux fait que précédemment. Et donc on a constaté plus 40% dans des pays où le niveau de phishing était relativement bas, par exemple le Japon, en Asie, dans certaines zones, par exemple des pays arabes, où la langue est plus difficile à maîtriser. Par contre, avec un outil comme ChatGPT ou autre, on peut générer très facilement un texte correct dans la langue, et donc simplement utiliser des bases de données compilées d'adresses mail de ces pays. Et là, on a juste à envoyer. Et on a un taux de retour sur investissement grâce à la massification qui est bien plus important. Après, on peut imaginer effectivement des usages beaucoup plus compliqués de l'IA côté attaquant. C'est pas encore vraiment le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on constate que, bon voilà, ce que je vous ai dit en premier exemple, on a l'IA qui est utilisée pour faciliter de la génération de code. Mais quelque part, c'est juste une évolution technologique de ce qu'on avait déjà constaté avant, du rançongiciel as a service, des plateformes qui permettent d'agréger des attaques tout en n'étant pas expert technique. Ça existe déjà. Donc, c'est juste une amélioration technologique, comme je le disais. L'IA est plutôt côté, effectivement, tri sur un très gros volume de données, mais plutôt du côté des défenseurs. C'est-à-dire que ça donne une possibilité. Par exemple, chez Proofpoint, on est capable de suivre des mails, des conversations qui n'ont pas de contenu technique malveillant, mais où on fait émerger un sentiment d'urgence, une volonté de faire agir la personne destinataire des mails. Et donc, on arrive maintenant à taguer les communications avec l'intention. Et lorsqu'on passe au niveau rouge, qui est intention de fraude bancaire, par exemple, alors on peut prévenir notre client, alors qu'il n'y a eu aucun message techniquement malveillant qui a été envoyé. Simplement, l'analyse des textes et des échanges montre que l'attaquant utilise un compte compromis, se met dans une conversation passée et propose à la future victime de changer le RIB de destination du virement. Réponse de la personne, oui, je vais le faire, ne vous inquiétez pas, avant la date limite. Là, il n'y a aucun sujet malveillant, c'est juste du social engineering et de l'intention qui, là, peut être détectée par les IA. Et ça, c'est une grosse innovation dans la capacité de protection apportée par Proofpoint. D'accord, donc on analyse les messages. Si on complète, en fait, l'IA, aujourd'hui, nous, on la voit sur deux aspects différents. Il y a l'IA au service de la cybersécurité, c'est une partie de ce que vient d'expliquer Loïc, c'est de nous permettre, il faut bien comprendre que la cybersécurité, et notamment par rapport à la question que vous posiez tout à l'heure sur le fait de dire
comment on peut être 100% sécurité? C'est impossible. D'accord? Donc en fait, il faut qu'on ait... Et on a la limite de l'homme aussi pour les détecter. On parle souvent, par exemple, de ce qu'on appelle des signaux faibles. Puisqu'en fait, la meilleure attaque, c'est une attaque qu'on ne voit pas. D'accord? Et donc, et c'est ce qui s'est passé dans plein de cas de figure. Vous le citiez, il y a un certain nombre des gens qui se sont fait prendre de l'information et en fait, ils ne s'en sont jamais rendus compte. Ils ne se sont rendus compte que le jour où l'information a été publiée. D'accord? Donc voilà, donc on a besoin aujourd'hui de cette intelligence artificielle pour nous aider à détecter ça. Si je reprends l'exemple de l'usurpation d'identifier, quand on utilise un compte qui est valide, un système de protection va dire tout va bien. Par contre, il faut regarder ce qu'on fait avec ce compte. Et là, ça veut dire que c'est du comportemental qu'on doit commencer à regarder. Et des outils comme Proofpoint travaillent vraiment sur ce sujet-là. Et l'IA, dans cet aspect de comportemental, a notamment un objectif pour essayer d'enlever ce qu'on appelle les faux positifs. Parce que le risque, c'est finalement d'être noyé par des alertes et qu'à partir de ce moment-là, trop d'alertes ou l'alerte. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, et on en a peu parlé aujourd'hui, nous aussi, on veut de la cybersécurité, cette fois-ci, au service de l'IA. Et là, en effet, c'est un autre problème parce que ChatGPT, c'est un exemple, c'est très facile à utiliser. D'accord ? Ce qu'il faut bien savoir, c'est que parfois, un utilisateur, sans s'en rendre compte, va donner dans sa question de ChatGPT des informations qui sont des informations sensibles. En pensant que ChatGPT va simplement réutiliser cette information. Non. Cette information, elle peut être collectée et elle devient une fuite de données. Donc aujourd'hui, c'est vraiment les deux aspects sur lesquels nous, on travaille. Le fait d'utiliser l'IA pour être meilleur en cybersécurité et pour protéger ce capital numérique. Et puis, deuxième chose, limiter des risques de fuite de données ou de toute fuite de ce type-là en utilisant l'IA. C'est les deux sujets et nos équipes travaillent spécifiquement sur ce sujet-là, avec des outils notamment comme Proofpoint qui nous permettent en effet de traiter ces sujets. Très intéressant, et je pense qu'il faut qu'on aborde ce point justement, mais pour que les gens comprennent bien, en fait, le cas d'école, c'est par exemple, je vais mettre dans ChatGPT, on peut mettre des documents maintenant, stratégiques sur mon entreprise, par exemple sur ma stratégie commerciale. Exactement. Pour lui demander de résumer, de faire voilà, de ce qu'on fait avec ChatGPT ou d'autres IA. Et le problème, c'est que les gens ne se rendent pas compte que l'IA se nourrit aussi des données qu'on lui donne et pourrait potentiellement, à un autre utilisateur, lui divulguer les données que vous lui avez données pour répondre à la question d'un autre utilisateur sur la stratégie commerciale de telle ou telle entreprise. C'est quand même une donnée importante. Ouais. Donc, et quand on parlait du particulier, on peut prendre un exemple d'un particulier. Je suis un particulier, j'ai une nouvelle maison, je dis tiens, je vais aller mettre en fait un système de sécurité. D'accord ? Donc je vais faire mon plan, je vais aller définir où je mets mes caméras, où je mets mes contacteurs, etc. Puis je dis tiens, je vais demander à ChatGPT finalement si j'ai bien fait les choses. En fait, quand j'envoie ce plan à ChatGPT, j'envoie en fait le design de demain de ma solution de sécurité. Et donc ça, c'est utilisable. D'accord ? On saura que peut-être que la personne a oublié d'aller mettre un contacteur, j'en sais rien, au niveau du toit, et que la faiblesse est là. Donc voilà, donc toute cette information qu'on donne à une intelligence artificielle, il faut y faire très attention. Et donc le deuxième sujet qui est le nôtre, il est bien de dire, attention, vous êtes en train d'envoyer une donnée vers un système que vous ne maîtrisez pas, et cette donnée est sensible. Êtes-vous certain de vouloir faire ça ? Donc ça, c'est le minimum qu'on peut faire. On va sensibiliser, et les produits Proofpoint sont vraiment très, très efficaces en la matière, ou alors on peut aller beaucoup plus loin, interdire. Donc il y a un certain nombre de nos partenaires, de nos clients, qui vont interdire ce genre de choses. Au travail, c'est-à-dire... Donc voilà, en disant, vous ne pouvez pas utiliser... Nous, par exemple, chez Orange, on n'utilise pas ChatGPT, mais on a un outil qui s'appelle Dinutu, qui est un outil en fait interne, et on est certain que l'information ne sortira pas en fait, de l'entreprise quand on utilise Dinutu. Vous avez votre propre modèle. Absolument. Aujourd'hui, le point structurant pour demain, c'est la protection de l'information. On a beaucoup parlé de fuite de données qui concernaient les clients de grandes marques, etc. Donc ça, effectivement, c'est de l'information. Mais demain, le capital des organisations, le capital intellectuel, c'est bien cette information qui ne doit pas fuiter. Ouais. Donc les gros sujets aujourd'hui, et l'IA aide beaucoup là-dessus, c'est être sûr que l'utilisateur, soit parce qu'il est pas attentif, soit parce qu'il est malveillant, soit parce qu'il est compromis, ne manipule pas de la donnée contre son organisation. Et donc, on a par exemple des études qui nous montrent que, c'est une étude du MIT, qui montre qu'avec 15 actions classiques, on peut détecter 95% des fuites de données. Donc, je m'explique, c'est par exemple, je me connecte à mon système d'information, je récupère
en volume, beaucoup d'informations venant de mon système de gestion commerciale, par exemple. J'en fais un fichier cumulé, je le renomme en vacances 2024.excel, je me connecte à un drive personnel et j'exporte, j'upload ce fichier. Donc là, il n'y a pas vraiment de technique compliquée, il n'y a pas de hacking, mais il y a une fuite massive d'informations. Ouais. Il y a un pillage du capital intellectuel de l'organisation. Ouais. Donc une IA va très facilement prendre ces 15 petites actions, suivre l'action des utilisateurs, suivre le flot de données au sein de l'organisation et être capable d'alerter, puisqu'elle aura fait le tri dans tous ces signaux faibles. Alors que si on fait la même chose avec des techniques un peu anciennes de log d'activité sur des systèmes, on atteint des volumes et des traitements à l'ancienne qui atteignent leurs limites, leur capacité aujourd'hui. Donc là, l'IA redonne une capacité de création de projets de protection de l'information, comme on appelait ça DLP, Data Leakage Prevention, il y a 15 ou 20 ans, qui aujourd'hui touchent leurs limites et peuvent être complètement refondus sans les prérequis lourds qui étaient historiquement de classifier l'information, de tamponner chaque information, etc. L'IA peut analyser les documents et en déterminer un premier niveau de sensibilité et puis un niveau de typologie de documents. Est-ce que c'est du marketing? Est-ce que c'est de la finance? Est-ce que c'est du technique? Voilà, donc ça c'est vraiment la grosse révolution apportée par l'IA au niveau des entreprises aujourd'hui. Ouais, ça c'est, je pense, un point que beaucoup doivent comprendre aussi, c'est que quand vous utilisez votre PC professionnel, pardonnez-moi, et que vous êtes sur le système d'information professionnel de votre employeur, il faut aussi comprendre que votre employeur a le droit d'avoir une visibilité totale sur ce qui se passe sur son système d'information, à part sur certaines informations, justement, ça c'est le droit, qui sont identifiées comme étant des informations personnelles, d'où l'idée d'appeler ça vacances 2024 dans votre exemple, c'est rigolo, mais le fait est que l'employeur a la possibilité d'avoir cette visibilité, mais humainement c'est très compliqué. Donc en fait on a des solutions, si je comprends bien, qui permettent en fait de voir ce qui se passe et d'alerter sur des schémas comportementaux avec les fameuses étapes. Je vais compiler tel dossier, accéder à des drives où j'ai peut-être pas forcément le droit et faire des choses qui a priori ont l'air anormales pour une IA, et ça une IA est capable de le voir en fait, c'est ça? Oui, et ça peut même être un comportement qui est naïvement maladroit. Par exemple, je fais un mail, je mets les fichiers des projections financières jusqu'à fin d'année 2024 et je l'envoie à mon correspondant qui est Christine dans l'organisation, et l'annuaire va me proposer automatiquement de compléter plusieurs adresses mail qui commencent par Christine. Ouais. Et je me trompe et je prends une Christine personnelle à gmail.com, et donc les données financières partent par erreur, et donc voilà, elles sont dehors. Donc là, une IA peut analyser l'environnement de travail habituel et peut me dire, avant que je clique sur l'envoi définitif, attention, vous avez une homonyme, d'habitude vous parlez avec Christine @orange.com, là vous êtes sur une Christine qui n'est pas la même, êtes-vous sûr de bien vouloir envoyer ces informations financières à cette personne? Et là donc c'est un soutien, c'est un support à l'employé qui est apporté par l'IA et par les outils mis en place par son organisation. C'est bien les trois thèmes ont bien été cités. Il y a le cas de figure de l'erreur, c'est exactement ça, et c'est totalement involontaire. Et en plus, c'est le système qui m'a mis dans l'erreur, parce qu'il voulait m'aider, mais finalement, il m'a donné une mauvaise information. Et on est tous, on a un mail à envoyer dans la minute à notre DAF, etc. Et donc, la Christine en question, on se dit, c'est bon, je viens de communiquer avec elle, j'ai pas de risque que ça envoie chez quelqu'un d'autre. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est l'imprudence. Donc ça, on l'a cité aussi, c'est de dire j'envoie une information, mais je l'envoie dans un tunnel ou dans une forme de l'envoi où je ne la sécurise pas. Et le dernier élément, c'est la malversation. D'accord. Et donc, en matière de data protection, il faut que les outils couvrent tout ça. Et donc l'IA vient nous aider. Le profiling des gens, notamment, quand je parlais de comportement, c'est ça. Je vais être en capacité de profiler quelqu'un dans son utilisation du SI. Et tant qu'il restera dans des logiques de 5 à 10% de modification de son profil, on dira tout va bien. Tout d'un coup, il sort de cela. Alors, je vais prendre un exemple. Je sais que tous les jours, cette machine exporte et importe 100 mégas de données. Tout d'un coup, en 2 heures, je vois 2 gigas de données de passer.
Ça va lever une alerte. Peut-être que mon utilisateur est un très bon utilisateur, il est en train de faire la sauvegarde de sa machine. Donc c'est normal qu'il y ait 2 gigas de données qui partent. Mais il y a quand même d'autres cas de figure où il est en train, en effet, de récupérer de l'information, etc. Donc ça, c'est ces scissions-là qui sont détectées et qu'il faut qu'on trappe et qu'on analyse et qu'on lève le doute. Donc on doit faire de la levée de doute pour savoir y a-t-il ou pas un problème autour de ça. Donc d'où la complexité d'assurer la sécurité. On revient à cette question, comment je peux faire du 100%, c'est très difficile. Oui. Et c'est en démultipliant tout ça et en arrivant à tous ces éléments-là, partant de la sensibilisation de l'utilisateur, parce que les 2 premiers, quand je cite bien l'erreur et la maladresse, c'est quand même l'utilisateur au départ qui doit être très sensibilisé à ce qu'il fait. Quoi. Ouais. Et cet aspect information mail mal dirigée n'est pas du tout anecdotique. C'est aujourd'hui la cause numéro 1 de signalement de brèches de données à l'équivalent de la CNIL en Angleterre. D'accord. Ah oui. Donc, loin d'être anecdotique. Hein. Ah, totalement. Et en parlant d'affaires non anecdotiques, moi j'aimerais bien revenir, parce que je pense beaucoup de gens se posent la question, et on aimerait bien avoir vos avis d'experts dessus, c'est sur la fuite de données massive de santé qu'il y a eu en février 2024, et qui a été considérée comme l'une des plus importantes en France, avec quand même plus de 33 millions de personnes touchées. Donc il y a eu cette fuite de données de santé, mais il y a également eu la fuite de données France Travail, anciennement Pôle Emploi, en mars 2023, donc un peu avant, qui a affecté 10 millions de personnes. Est-ce que vous avez un avis sur ces affaires, un décryptage à nous donner pour que les gens comprennent un peu ce qui s'est passé? Est-ce qu'on a du recul dessus d'ailleurs? Moi, je peux commenter la partie santé, puisqu'il y a eu des informations qui ont été publiées et qui établissent le schéma, en fait. Donc là, on est dans le cas où, effectivement, le résultat est colossal, mais le point d'entrée est déjà un peu plus petit, puisque c'est des partenaires, des prestataires de services qui ont été piratés, et qui a priori ont été piratés en utilisant des terminaux mis à disposition avec l'application métier qui va bien dans des points de vente type oculiste, parapharmacie, ambulance, je crois, etc. Donc là, on est bien sur cette chaîne de logistique sur lesquelles finalement le premier maillon de contact a pu être utilisé pour aller interroger la base et faire une série de répétitions d'interrogations qui, normalement, dans un schéma bien pensé, ne devrait pas être possible. On devrait pouvoir détecter que, par exemple, un point terminal a interrogé des centaines de fois en 1 heure, alors que, normalement, c'est quelques dizaines dans la journée. Donc ça, c'est des sujets, effectivement, plutôt comportementaux, mais qui sont relativement basiques et qu'une IA ou un outil bien adapté qui suit ces activités va détecter assez facilement. Mais n'a pas détecté cette fois-là. Donc, il y avait peut-être a priori, on peut faire l'hypothèse que, d'une part, il n'y avait pas les systèmes de supervision adaptés et que, surtout, les mécanismes de contrôle, entre guillemets, à l'ancienne, au niveau de l'application, n'étaient pas mis en place. Ok, c'est une hypothèse. Et sur France Travail Sur France Travail, on est à peu près dans le même schéma. J'ai plus de détails en tête du mode opératoire, mais c'est en tout cas le même objectif. C'est récupérer des données pour constituer cette capacité d'agréger des données et de revenir vers les personnes pour les arnaquer en tant que victime à proprement parler, et donc de transformer cette attaque en argent sonnant et trébuchant. Et moi, la question que je me pose, c'est que quand même, là, ça fait beaucoup de Français touchés. Est-ce que le fait d'avoir comme ça de disponible, notamment sur le Darknet, autant de données des Français, est-ce que ça peut représenter une vulnérabilité au sens du pays, au sens d'éventuelles ingérences ou dans un contexte géopolitique qui n'est pas toujours très simple pour nous? Sur la géopolitique, le point de départ sur lequel on peut réfléchir, c'est que c'est un constat, c'est qu'effectivement le cyberespace est devenu un terrain, un espace de conflictualité. Donc à partir de là, je dirais que tous les moyens sont bons. Avoir des données nominatives sur des Français, évidemment que ça peut être utilisé par un État étranger
pour mener des attaques un petit peu plus ciblées. J'ai un exemple en tête qui me revient, je pense que c'était en 2018, je crois. En tout cas, aux États-Unis, l'équivalent de la DRH du service public, on appelle l'OPM, a été ciblé lourdement. Des données en très grand nombre ont été exfiltrées et l'attribution a été faite à la Chine. Donc on a déjà la démonstration d'une conflictualité dure entre la Chine et les États-Unis. Et un des outils de cette conflictualité, c'est avoir la connaissance de la base de données de l'ARH qui contenait par exemple des comptes rendus d'entretien de recrutement avec les addictions des différentes personnes. Voilà. Donc on a des données, fortes, sensibles sur la personne, qualifiées, notamment qualifiées, voilà, c'est le bon terme. Et si on trouve un moyen de revenir vers cette personne pour la faire chanter à partir de ces données, que ce soit sous forme numérique ou autre, la fuite de données contribue évidemment à la géopolitique directement. C'est vrai qu'aujourd'hui on dit données, mais avant on disait information, voire renseignement, n'est-ce pas? C'est ça, exactement. Donc on en revient à quelque chose, voilà, un des plus vieux métiers du monde, qui est d'avoir de l'information stratégique sur un concurrent, un adversaire. Exactement. Voilà. Exactement. Très intéressant. On arrive à la fin de cette interview. Du coup, j'aimerais vous demander de donner à nos auditeurs vos principaux conseils. Si vous deviez, donner un conseil, à ma grand-mère, pour se protéger des fuites de données, qu'est-ce que vous lui diriez? Les principaux conseils? Un conseil qu'on donne et grand public qui est quand même assez important, c'est de ne pas réutiliser le même mot de passe sur l'ensemble de ses applications. Parce que en cas de fuite de cette information, c'est l'ensemble de votre vie numérique qui est accessible. Mais comment je fais pour m'en souvenir si je n'utilise pas le même mot de passe? Maintenant, il y a des outils qui permettent de créer un coffre-fort numérique. Donc là, effectivement, il ne faut pas perdre la clé du coffre-fort numérique. Et il faut que ce coffre-fort numérique soit assez solide. Mais on a des solutions qui sont disponibles. Je ne vais pas en faire la promotion ici, mais qui sont disponibles, recommandés par les autorités, par les services de l'État. Donc, ce sont des bons sujets. Mais moi, ce serait mon commentaire principal, de bien arriver à segmenter pour éviter que si quelque chose bascule, c'est pas votre identité numérique totale. Et là, c'est le capharnaüm et c'est ingérable. Ouais. C'est vraiment important. Moi, je donne toujours cet exemple-là. Le mot de passe unique que j'utilise pour tout, c'est comme si j'avais une clé qui ouvre ma maison, mon coffre-fort, ma voiture, mon cadenas de vélo, etc. Si je perds cette clé, je laisse une ouverture complète. Donc, je rejoins Loïc sur son sujet. Après, l'autre élément, c'est je ne donne de l'information que si elle est nécessaire. Je ne donne pas plus d'informations que nécessaire. L'exemple, là encore, sur les sites marchands, il y a des sites qui l'imposent, mais d'autres, ce n'est pas le cas, de ne pas laisser en permanence ces informations bancaires, de n'utiliser ces informations bancaires que lors de la transaction. Et rien d'autre. Voilà, de ne pas forcément enregistrer. Exactement. Parce qu'on vous le propose à chaque fois. Bien évidemment, mais ça c'est une information. Si en effet elle venait à être prise, cette information a une vraie richesse. Et ça c'est le. Donc d'un côté c'est pratique, je fais en 2 clics à ma carte de crédit qui se remet. Mais à côté, la donnée, elle est disponible quelque part, en fait. Ouais, et ce qu'on voit, c'est que des pirates développent des schémas d'attaque où ils vont spécifiquement cibler le container dans le navigateur qui mémorise les mots de passe, les numéros de carte bleue, pour les exfiltrer et les réutiliser à votre insu. Ah d'accord, donc ça, c'est pas du tout une bonne idée, en fait, de le laisser dans le navigateur. Surtout pas. Surtout pas. Donc ça, c'est une source qui est très connue, en effet, et certains navigateurs ne sont pas très bien sécurisés, et il est assez facile de récupérer ce coffre-fort et de l'utiliser. D'accord. Donc ça, ne jamais faire. Voilà, un cyber-citoyen averti en vaut peut-être. Absolument. Voilà. Tout à fait. Bon, écoutez, merci beaucoup. Christophe Dernis, directeur solutions de confiance chez Roche Cyberdéfense. Loïc Guézot, directeur de la stratégie chez Proofpoint. On était ravis de vous recevoir dans cet entretien du Cercle. Et au public, si vous avez aimé ce contenu, si vous avez appris des choses, n'hésitez pas à commenter, à nous laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour qu'on puisse vous fournir toujours plus de contenu. C'était le Cercle, l'émission débat de la chaîne Risque Intel Média. Merci. Merci beaucoup.